rise in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Micro Ciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons renouer avec, avec la collection Serial de presse universitaire François Rabelais. On avait déjà rencontré pas mal d'auteurs et d'autrices. Je cite pêle-mêle sur X-Files, sur Game of Thrones, etc. Et aujourd'hui, c'est Hugo Clément qui est là pour nous parler d'un livre, Serial Philosophie, le paradoxe des séries TV. Voilà, je montre la couverture. Sarah, voilà, les aficionados de Twin Peaks reconnaîtront. Et je remercie bien évidemment le service presse des presses universitaires François Rabelais pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Hugo est là pour nous en parler. Merci. Comment allez-vous ? Très bien, très bien. Je vous remercie beaucoup de cette invitation. Et c'est un grand plaisir de pouvoir parler de ce livre qui a été très bien accompagné du point de vue de l'édition par la formidable équipe des presses universitaires François Rabelais, et notamment de la collection Serial. Oui. Et je rappelle juste une parenthèse, si vous voulez vous procurer le livre, dans le descriptif de la vidéo, vous aurez un lien et vous cliquez dessus et vous tombez sur la page dédiée à la collection Serial et en général et précisément le livre Serial Philosophie. Alors, la première question très basique et en même temps ça permet de comprendre un petit peu pourquoi. Déjà, cette idée, elle vous est venue comment par rapport en contradiction avec d'autres textes ou une série, enfin comment c'est venu à vous? Alors l'idée du livre, en fait, elle vient d'un parcours assez universitaire, une thèse de doctorat que j'ai écrite sur la philosophie analytique du cinéma, donc une philosophie essentiellement anglo-saxonne, américaine, anglaise, australienne. Au cours de cette thèse, en fait, il y a eu une révélation pour moi. Je me suis aperçu que cette méthode que j'avais adoptée en suivant ces philosophes, pour aller vite, hein, c'est une méthode qui prétend être rigoureuse, qui prétend appliquer un peu les méthodes scientifiques à la philosophie. Hein. Donc, vous voyez, un intérêt pour la logique, la philosophie du langage. Donc, je me suis aperçu que cette méthode, en fait, n'était pas satisfaisante pour aborder le cinéma. Et j'ai travaillé avec une autre approche, celle d'un philosophe américain, Stanley Cavell, mais qui, lui, prône de partir des œuvres. Partir des œuvres, ne pas les prendre de haut, considérer qu'elles ont quelque chose de substantiel d'un point de vue philosophique à apporter, et poser à partir de là des questions qui vont s'inspirer des termes dans lesquels ces œuvres pensent elles-mêmes. Donc voilà, ça c'est le point de départ. Et l'idée, ça a été ensuite de mobiliser cette approche de Stanley Cavell pour penser le cinéma avec d'autres films. Donc c'est ce que j'ai fait dans mon livre précédent qui s'appelait Cinétique, c'est-à-dire une perspective qui considère que nous pouvons apprendre des choses en philosophie de façon générale, mais en philosophie morale et en éthique tout particulièrement, des bons films. Et donc, voilà, j'en viens au livre. Ces enseignements, nous pouvons aussi les retirer, selon moi, des bonnes séries télévisées. Et ça, c'est le premier point de départ. Hein, appliquer cette méthode de Stanley Cavell à ce qu'il appelle la lecture de séries télévisées. Il y a un autre point de départ qui est plus circonstanciel. J'ai enseigné la philosophie en lycée pendant très longtemps, pendant 20 ans. Et avec un collègue, on a créé, enfin c'est d'ailleurs lui qui l'a créé à l'origine, un cycle de conférences philosophiques avec les bibliothèques de Tours autour des séries télévisées. Donc il s'agissait de choisir une série et de réfléchir philosophiquement à partir de cette série avec une visée grand public. Hein, ça s'adressait à toutes les personnes intéressées. Et le cycle s'appelait Serial Philo, ce qui fait que j'ai un certain nombre de textes du livre ont eu pour première ébauche des conférences que j'ai j'ai pu faire là-bas. Voilà. Donc ça, c'est les deux origines qui sont pour moi des origines qui sont liées, hein, puisque j'ai essayé d'avoir une cohérence d'approche et une cohérence thématique également.
Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi le fait que quand on vous entend le dire et que vous l'écrivez dès l'introduction, on a cette impression que c'est évident finalement que la bataille est pratiquement gagnée, voire même totalement gagnée. Mais parfois, mais en fait non. Ça veut dire que ça reste encore très compliqué finalement à s'accaparer une œuvre sérielle, à lui donner vraiment ses lettres de noblesse. Est-ce que c'est vraiment très compliqué réellement? Tout dépend de ce qu'on entend par le contexte. En fait, si on parle du contexte d'une approche subjective, personnelle, non, c'est pas très compliqué dans la mesure où je pense que c'est quelque chose qui se fait spontanément dès qu'on s'intéresse aux séries et on en trouve la trace dans les critiques spontanées qu'on trouve un peu partout sur Internet, dans les échanges, les dialogues. Chacun, en fait, donne du sens aux séries qu'il aime. Et les séries, d'ailleurs, sont conçues pour cela, pour susciter une réflexion, des débats. Donc, voilà, une première réponse, ça serait de dire bah, non, c'est pas si compliqué que ça, finalement, puisque tout le monde le fait à sa manière. En revanche, si on parle plus d'un point de vue institutionnel, du point de vue de l'histoire, des études cinématographiques, de la prise au sérieux du Ah oui, format voilà. Oui, oui. télésériel, Mm. y compris dans. Je pense par exemple à ce que pouvait dire Pierre Langlais lors d'un colloque auquel j'ai assisté sur la place mineure qu'ont les séries télévisées dans un des. Euh, enfin pas quotidien, mais un des journaux dans lesquels il travaille, c'était Télérama. En fait, et il disait, voilà, pour je ne sais combien de couvertures sur le cinéma, j'ai eu droit jusqu'ici à un nombre vraiment ridicule de couvertures. D'ailleurs, je ne dis pas ça pour critiquer Télérama, parce que j'ai vu qu'ils viennent de faire une couverture sur la série Succession. Donc, ils le font quand même. Mais il y a, en France notamment, un certain décalage entre cinéma et séries télévisées du point de vue de la reconnaissance et du point de vue de la prise au sérieux en fait, de ce que ces œuvres peuvent nous apporter. Et pour rendre les choses encore plus précises, on pourrait dire qu'il y a aussi et toujours, en tout cas en philosophie, une difficulté à prendre au sérieux le cinéma par rapport aux autres formes d'art traditionnel. donc, donc, vous imaginez la place que peuvent avoir les séries télévisées de ce point de vue-là. Mais les choses sont en train de changer. Il y a des cours universitaires qui sont donnés maintenant sur les séries télévisées, y compris d'un point de vue philosophique. Donc ça bouge, ça change. D'ailleurs, depuis combien de temps, selon vous, ça a changé le rapport à cette, le rapport aux séries? Depuis combien de temps, selon vous, ça a changé? Alors, j'aurais du mal à donner des dates parce que en fait, je ne maîtrise pas si bien ce milieu institutionnel que cela, mais Hum, il est certain que l'apparition des séries de qualité, donc on va dire, en gros, vous voyez, il y a toujours des problèmes à donner des dates parce qu'on va toujours trouver une exception. Bon. Mais disons, oui, le début des années 2000, c'est l'apparition de ces nouvelles séries télévisées avec, pour tout un tas de raisons, une qualité plus importante qui était permise par des investissements, mais aussi une liberté qui n'était pas autant, enfin, de même niveau, pardon. Et je crois que en fait, ce sont les séries elles-mêmes qui ont fait le travail. C'est-à-dire que les gens qui auparavant pouvaient être, comme moi, en un sens assez critique vis-à-vis des séries télévisées, ont dû se rendre à l'évidence en regardant que c'était devenu des œuvres tout à fait passionnantes. J'ai un exemple, c'est le François Jost, qui a écrit et fait beaucoup mhm. pour la reconnaissance des séries télévisées, mais qui avait commencé par se montrer assez critique vis-à-vis des séries américaines, en parlant comme s'il s'agissait de simples instruments idéologiques au service de la superpuissance capitaliste, et qui, voilà, dans d'autres livres par la suite, a dit mais non, il y a tout dans ces œuvres, dans ces nouvelles séries, pour qu'on les considère comme des œuvres d'art. Donc voilà, c'est Comment? la Oui. puissance des séries elles-mêmes qui a fait que la puissance artistique, esthétique de ces séries qui a fait qu'elles se sont imposées et qu'un certain nombre de personnes ont cessé d'avoir des positions trop critiques vis-à-vis d'elles.
Parce que est-ce qu'il y a le fait aussi qu'il y ait eu, parlant des Américains pour le coup, est-ce que il y a eu un avant et un après, enfin, comme on a toujours eu en tête cette espèce de flopée comme ça de séries américaines des années 60, 70, un peu 80 aussi, et puis il se passe quelque chose peut-être avec Twin Peaks, peut-être qui a sonné, il y a un avant, un après avec Twin Peaks ou X-Files, qu'est-ce, qu'est-ce qui a changé et quand on compare certaines séries, même la période est différente. On est en train de digresser un peu, mais je vous promets qu'on revient au livre après. Et encore que, il y a des connexions. Mais là où je veux en venir, c'est que qu'est-ce qui a fait, selon vous, que quelque chose a changé dans la qualité et la quantité aussi de séries intéressantes entre, je sais pas, je vais dire une période des années 50 jusqu'aux années 90, et puis ensuite à partir de 90 jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a eu un changement. Ce serait quoi selon vous? Alors, je suis vraiment pas à l'aise pour en parler parce que là, on sort de mon domaine de compétences, hein. Parce que justement, une de mes démarches à moi, c'est de faire un peu abstraction du contexte pour Mhm. me concentrer sur l'œuvre en elle-même et sur ce que je ressens en fait quand je la regarde ou quand je pense à elle. Donc, mais je peux, je pense qu'il y a tout un tas de facteurs, y compris aussi des facteurs qui vont rendre compte du fait qu'on est peut-être passé à côté de séries plus anciennes. Je veux dire, moi je me souviens étant enfant, ces séries dont je regardais certains épisodes de façon complètement déconnectée de tous les autres. J'allais pas pouvoir voir la suite, je savais pas ce qui s'était passé avant, et en plus c'était en VF en général mal doublé. Bref, peut-être qu'aujourd'hui, ça veut dire maintenant qu'on prend les séries vraiment au sérieux, on va s'apercevoir qu'il y avait de très bonnes séries dans le passé, mais que les conditions de la réception ont empêché en fait d'apprécier à leur juste valeur ces œuvres. Donc ça, c'est une première réponse, vous voyez, peut-être un peu moins attendue que les réponses qui mentionneraient bon, l'apparition d'une chaîne comme HBO, la façon dont à ce moment-là, pour HBO, c'était une bonne stratégie que de viser un public très spécifique pour changer un peu l'image de la chaîne. Bon, ça sont des discours qu'on peut trouver plus facilement, mais voilà, moi je pense que il y a un autre facteur très important, donc j'essaie de vous répondre quand même, c'est Internet, c'est la capacité de récupérer l'intégralité d'une série, de pouvoir la regarder un peu comme on veut, y compris avec du binge-watching, ce qui va permettre Mm. d'avoir quand même une expérience une meilleure appréhension du caractère cohérent, systématique de la série. Bref, il y a cette phase-là hein, dans laquelle nous sommes, en fait, de la révolution numérique, qui vient changer aussi le rapport aux œuvres. Peut-être une chose que je pourrais ajouter qui serait en rapport avec le point de départ de mon livre, c'est je ne suis pas forcément très intéressé par la recherche des différences entre cinéma et séries télévisées. Non pas que ça Mhm. soit pas intéressant, parce que de toute façon, il y a des différences, et si on veut bien comprendre à la fois les films et les séries, à un moment donné, il faut en passer par cette réflexion. Mais euh, j'ai- je considère qu'à à certains égards, ça peut aussi nous empêcher d'aller vers le plus important. Et, et donc, moi, j'ai tendance à penser les séries comme des méga longs métrages, c'est-à-dire des films, mais qui durent très très longtemps et qui sont suffisamment bien faits pour qu'on on décroche pas, en fait, pour qu'on ait envie de continuer. Et peut-être que la longueur actuelle d'un très grand nombre de films qui sortent en salle s'explique par ce bouleversement qu'ont opéré les séries. Donc, ça peut, voilà, ça peut jouer aussi peut-être avec la révolution numérique. On a on s'est mis en condition pour avoir des expériences cinématographiques beaucoup plus longues, beaucoup plus amples qu'auparavant. Et les séries étaient mieux préparées pour nous offrir des structures narratives que le cinéma traditionnel. Comment avez-vous construit votre livre? Vous avez choisi des séries bien précises. Alors déjà, pourquoi ces séries-là, en l'occurrence, et comment vous les avez construites, même si vous avez dit un peu au début que voilà, les textes viennent de situations bien précises aussi, mais ce serait intéressant de comprendre un peu cette construction. Et surtout le choix des séries. Oui, alors, bon, d'abord, il y a un aspect hein, que je retiens de Stanley Cavell, c'est de pratiquer une critique d'œuvres qu'on a aimées.
plutôt que d'œuvres qu'on n'a pas aimées. Donc, il pense que ça relève d'un genre littéraire un peu oublié, qu'il voulait réhabiliter, qu'il appelait l'éloge des beautés. Et c'est ce qu'il va faire notamment dans des textes sur Fred Astaire et les comédies musicales où Fred Astaire intervient. Donc il y a, voilà, ça c'est un premier critère. En fait, choisir plutôt des séries qui m'ont plu que des séries qui ne m'auraient pas plu. Puis en un sens, ça se comprend parce que les séries sont très longues, c'est très chronophage. Ça veut dire qu'on sacrifie certaines choses quand on accepte de la regarder jusqu'au bout. Donc, c'est un peu plus cohérent d'étudier une série qu'on aime, de consacrer tout ce temps plutôt que de passer son temps sur un objet qu'on va détruire au final. C'est toujours un peu bizarre, en fait, je trouve, cette approche de choisir un sujet d'étude qu'on va critiquer. Donc ça, c'est le premier aspect. Donc, ce sont des séries que j'ai appréciées. Le second aspect, donc il y a le côté circonstanciel des séries sur lesquelles on tombe ou vers lesquelles on va être orienté. Et je pense que c'est aussi quelque chose de révélateur de notre expérience contemporaine des séries, parce qu'il y en a tellement qu'on ne peut pas sérieusement prétendre ne pas être passé à côté de bonnes séries. Il y a forcément de bonnes séries qui nous ont échappé, et à mon avis, la quantité est assez impressionnante. Donc, il faut accepter cet aspect d'arbitraire, même si, bien sûr, il y a de bons outils qui existent, et notamment de bons critiques de séries aujourd'hui. Je parlais de Pierre Langlais, par exemple. Il y a aussi le Cercle sur Canal, qui peuvent nous orienter vers les séries qui mériteraient certainement notre attention. L'autre aspect, c'est la recherche d'une unité, en fait, dans ce qui pouvait rapprocher ces séries télévisées. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans l'introduction, mais c'est quelque chose qui ne m'est venu que tard, en fait, dans la rédaction de l'ouvrage. J'ai été frappé par un certain nombre de traits communs. J'ai trouvé que dans toutes ces séries, il y avait ce qu'on appelle en philosophie une forme de scepticisme, c'est-à-dire qu'on mettait en évidence l'existence de fortes incertitudes sur des domaines fondamentaux de la vie moderne. Alors, par exemple, dans Dexter, j'ai trouvé qu'il y avait une grande méfiance vis-à-vis des institutions, puisque de toute façon, c'est un des thèmes de la série. Ce personnage va, en fait, va faire la justice là où la justice institutionnelle a échoué. Donc, il y a cette méfiance. Il y a la question du scepticisme vis-à-vis du sens qu'on peut donner à nos existences, au but, aux finalités qu'on croit donner à l'existence. C'est ce que j'ai trouvé dans la série Lost. Dans la série Dollhouse, qui est moins connue, c'est certainement la moins connue, mais en même temps, elle est appréciée des sériphiles parce que c'est une série de Joss Whedon, le réalisateur, créateur de Buffy contre les vampires, notamment. Dans Dollhouse, c'est plus une réflexion sur l'identité, puisqu'on imagine la capacité de télécharger en fait l'identité d'une personne dans son corps, un peu comme dans Matrix ou comme d'autres films de science-fiction. Et ça donne vraiment, ça conduit à s'interroger sur ce qui fait le propre d'une personne, ce qui définit. Donc voilà, ça c'est 3 exemples, mais pour chaque série, j'ai trouvé qu'une forme de scepticisme était proposée. J'ai trouvé aussi qu'il y avait très fréquemment des passages méta. Ça veut dire que on regarde une scène, donc on la comprend du point de vue de l'histoire, ça a un sens, les personnages disent ou font des choses qui ont un rapport avec leur désir, leur but, mais en même temps, cette scène peut être lue à un deuxième niveau, il y a une double lecture qui est rendue possible, et ce deuxième niveau nous dit quelque chose en fait de la série, du fait que nous soyons en train de regarder une série, bref, la scène énonce un commentaire dont la portée dépasse la simple histoire des personnages vis-à-vis desquels nous sommes en présence. Et j'ai pensé que dans ces séries également, on pouvait considérer que ces moments méta, en fait, cherchaient à nous sortir de ce scepticisme qui était par ailleurs exposé, mis en évidence par la série. Et j'ai enfin trouvé que l'une des issues qu'on retrouvait systématiquement, c'était ce qu'on appelle en philosophie le perfectionnisme moral. C'est-à-dire qu'un des grands thèmes de ces séries qui sont
essentiellement américaine. C'est un thème qui vient de la philosophie américaine, de quelqu'un comme Henry David Thoreau ou Ralph Waldo Emerson, c'est-à-dire l'idée que la personne que je suis actuellement est moins bonne que la personne que je pourrais être si je m'efforçais de m'améliorer. Et non pas parce que les autres m'empêchent d'être meilleur, ce qui peut être le cas, mais c'est jamais la cause principale. La cause principale, c'est moi-même, en fait. C'est-à-dire que j'ai un effort à faire sur moi-même pour devenir ce moi meilleur que je ne suis pas encore. Et c'est là où les séries télévisées ont un rôle à jouer, parce que j'ai trouvé au terme du livre que ce que ces séries proposent, ce sont des exercices spirituels. C'est-à-dire que regarder ces séries en s'impliquant activement, intellectuellement et émotionnellement, c'est retrouver des façons de penser que les philosophes de l'Antiquité préconisaient pour devenir meilleurs. L'idée n'est pas de se convertir à une vérité de type religieuse. L'idée, c'est simplement de chercher à apprendre à se connaître, à mieux se connaître, pour envisager d'autres perspectives sur le monde et sur sa propre vie. Et voilà, donc ça c'est un peu le parcours intellectuel général de mon livre, mais j'insiste sur le fait que ce n'était pas mon programme initial. Je ne me suis pas dit, voilà, je vais prouver que on trouve ces caractéristiques dans chacune des séries, et donc évidemment je vais aller chercher tout ce qui pourra corroborer ma thèse, quitte à oublier, omettre tous les éléments qui pourraient entrer en contradiction. Non, c'est vraiment une lecture que j'ai faite indépendamment de ce champ, enfin, ce cadre intellectuel, une lecture de chaque série qui m'a conduit en fait à retrouver ces éléments communs et qui me permettent finalement de proposer ce concept de série télévisée de qualité. Voilà, derrière ce concept, j'entends ces 4 éléments que je viens de rappeler, même si, bien sûr, ça ne signifie pas que d'autres séries qui n'auraient pas ces caractéristiques seraient de mauvaise qualité ou ne pourraient pas être des séries de qualité. Je me suis intéressé à ces 9 séries-là, et je pense que dans ces 9 séries, on trouve ces caractéristiques. Je propose d'appeler ces séries des séries de qualité, mais peut-être qu'il y a d'autres caractéristiques et qu'on pourrait proposer un autre ensemble de séries qui rentreraient soit dans ce concept, soit qui créeraient un autre concept. Bon, oui, c'est ça, c'est une grosse part de subjectivité, parce que sinon à ce moment-là, on viendrait vous voir pour vous dire oui, mais vous avez oublié ça, ça et ça. Comment vous êtes passé à côté de Six Feet Under? Il n'y a pas mieux, je veux dire. Bien sûr. Par exemple. Je vais quand même citer les séries. Il y a Dexter, il y a Lost, donc il y a Dollhouse, vous l'avez dit, The Sopranos, The Walking Dead, Fargo, Sherlock, Game of Thrones, Twin Peaks. Je crois que je les ai tous. Oui, c'est ça. Alors, on peut pas. Il faut savoir que le livre fait à peu près 350, 360 pages. Comme je fais habituellement, on peut pas parler de tout. Mais il y a 2-3 petites choses. J'aimerais revenir sur ça. Par exemple, pour Sherlock, vous dites en introduction de Sherlock, vous dites la réussite de la série tient à leur façon de satisfaire un besoin de philosophie. C'est quoi ce besoin de philosophie? Oui, alors merci. Donc là, j'ai présenté la perspective générale. Maintenant, j'ai rentré sur ma démarche quand j'essaie de lire des séries. Et en fait, c'est comme pour beaucoup de problèmes intellectuels, il faut trouver un angle d'attaque, une approche, il faut trouver quelque chose pour se lancer, parce que ces œuvres sont tellement vastes qu'on risque de s'y perdre sinon. Et mon idée, ça a été de partir de ce que j'avais pu lire dans un excellent livre sur les polars, et c'est de Philippe Corcuff, un petit livre dont j'oublie le titre là, il est cité dans mon livre, donc les polars. Et Philippe Corcuff essayait de mettre en évidence qu'on a tendance à opposer deux grands genres dans la littérature policière. Les romans classiques à la Sherlock Holmes ou Hercule Poirot, donc, où le détective est censé restaurer en fait l'ordre social menacé par le crime grâce à la raison et à l'astuce. Donc ça c'est la littérature policière traditionnelle, Agatha Christie, Conan Doyle, etc.
Et puis, il y aurait les polars proprement dit, qui, eux, seraient caractérisés par un monde anomique, hein, c'est le chaos social, et le détective finit en règle générale par découvrir la solution de l'énigme, mais il travaille beaucoup plus au feeling, à l'intuition, et très loin d'avoir les vertus du détective, du roman policier classique. Et mon idée, c'était de m'interroger pour savoir si la représentation qui est donnée de Sherlock Holmes dans la série, mais aussi en un sens dans l'œuvre de Conan Doyle, si c'était vraiment celle de ce scientifique qui vivrait dans un monde ordonné, et en fait, voilà, j'ai essayé de montrer que non, ce n'était pas le cas, et que si on devait rapprocher la figure de Sherlock d'une figure, ce serait moins celle du scientifique que celle du philosophe, et j'essaie d'expliquer pourquoi dans ce contexte. Un autre élément qui m'avait frappé, c'est que finalement, le monde de Sherlock, que ce soit chez Doyle ou dans la série, n'est pas n'est pas vraiment ordonné. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de la criminalité pour avoir l'impression qu'on n'est pas très loin du chaos. Et d'où l'importance de ce genre du genre de figure des figures du genre de Sherlock, parce que il n'essaye pas de restaurer un ordre qui n'existerait pas. Il essaye juste, un peu comme le philosophe, selon moi, de remettre un peu d'ordre dans un petit recoin du réel, sachant que cet ordre risque d'être détruit très rapidement, et donc il faudra recommencer ce travail par la suite. Donc, mais ce qui est excitant, c'est qu'il y a aussi une connexion très forte avec les avancées technologiques qui font que la série est de cet aspect dont vous êtes en train de évoquer, développer même, que vous développez dans le livre, pardon, et que vous évoquez là, est renforcée par ça, par cette avancée technologique, je trouve. Il y a quelque chose. Ça, c'était la chose formidable, hein, quand on a découvert la série. Moi, je me souviens que c'était une expérience très enthousiasmante. J'attendais avec beaucoup d'impatience le retour des épisodes. C'est une adaptation en un sens parfaitement fidèle, puisqu'on peut retrouver les dialogues de Doyle quasiment cités mot pour mot, et en même temps une authentique adaptation. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de refaire ce qui était censé être l'Angleterre de l'époque. On est dans le monde contemporain, et on voit en effet quelles conséquences ces nouvelles technologies, la révolution numérique peut avoir, à la fois dans la création dans le renforcement de ce chaos social que j'évoquais, mais aussi du point de vue de Sherlock, dans l'utilisation qu'on peut faire de ces technologies pour résoudre un petit peu ou résorber en partie ce chaos social. Il y a un autre exemple qui est très drôle, mais en même temps parce que ça envoie, c'est par rapport à Lost, où vous parlez de clôture narrative, et vous dites que finalement, et c'est ce que vous développez dans votre texte, que finalement vous expliquez en quoi la fin est plutôt réussie, contrairement à ce qui a été dit. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ça, de cette clôture narrative? Et je crois aussi vous utilisez comme terme le paradoxe du récit, si je ne me trompe pas. Le paradoxe des séries, ouais. Oui, paradoxe des séries, oui. Oui, merci alors de cette question. Alors d'abord, c'est l'occasion pour moi de rappeler que je ne travaille pas tout seul, mais qu'il y a une communauté en fait de chercheurs sur les séries télévisées, et que sans cette communauté, je n'aurais certainement pas pu écrire ce livre, parce qu'il y a des journées qui sont organisées. Moi, par exemple, je suis très, très proche, notamment philosophiquement, de Sandra Laugier, qui a écrit un très beau livre, Nos vies en série, et qui est vraiment une personne extrêmement importante pour la reconnaissance institutionnelle des séries. Il y a aussi d'autres personnes, comme Sarah Hatchwell, qui travaillent dans la collection, notamment Serial. Et justement, il y avait un colloque sur Lost qui était organisé à la fois par Sarah Hatchwell et par Sandra Laugier, Sylvie Alouche et d'autres personnes. Et donc, c'est à l'occasion de ce colloque que j'avais pu rédiger la première ébauche du texte. La fin de la série Lost a été un scandale. Ça a créé une polémique. Il y a beaucoup de fans qui ont été extrêmement déçus. Mais ce qui est apparu, c'est que
il y avait en fait deux camps. Et comme c'est assez souvent le cas quand on a affaire à des séries fantastiques ou de science-fiction, c'est-à-dire qu'on a plutôt les fans qui aimaient la série pour ses énigmes et pour toute la réflexion aussi sur les temps alternatifs, puisqu'il y a une série avec des réalités parallèles. Enfin, les personnes qui sont fans de science-fiction peuvent aimer le genre pour ces espèces d'énigmes intellectuelles presque scientifiques que permettent les œuvres de science-fiction. Donc, ceux-là ont été très déçus parce qu'il y a eu beaucoup trop de mystères et beaucoup trop d'énigmes soulevées pour qu'à la fin, elles soient toutes résolues. Mais il y avait aussi l'autre camp, c'est-à-dire camp dont moi je participais plutôt, c'est-à-dire qui ne sont pas spécialement intéressés par ces questions scientifiques, d'énigmes, de réalités alternatives, mais qui en revanche étaient très attachés aux personnages et aux histoires des personnages qui nous étaient présentés, puisque Lost, c'était beaucoup ça, c'était des épisodes qui nous présentaient la vie passée des personnages et comment en fait la vie sur l'île pouvait être conçue comme une seconde chance qui était donnée à ces personnages pour se racheter, pour faire la paix avec eux-mêmes ou avec leurs proches, etc. Et dans cette perspective, la fin de Lost n'est pas décevante, puisqu'elle nous offre un grand moment méta. Elle nous dit au revoir, ce qui va être thématisé ensuite de façon encore plus importante dans la série The Leftovers, qui ne figure pas dans mon livre, mais qui... Voilà, on est sur cette question. Quelle honte, vous n'avez pas parlé de The Leftovers. Vous venez de me rappeler que vous n'avez pas parlé de Leftovers, c'est vrai. donc ça, c'était l'aspect de la réception. Moi, mon approche, ça a été ici de faire plutôt la philosophie du cinéma ou des séries télévisées classiques. C'est-à-dire, j'ai pris ce problème qui avait été déjà soulevé par un grand philosophe américain, Noel Carroll, qui s'appelle le problème de la culture narrative. C'est-à-dire, justement, pourquoi nous pouvons être si déçus quand la fin d'une série ou d'un film est ratée, et comment ça fonctionne, en fait. Comment fonctionne cette impression de fin réussie ou de fin ratée. Et j'ai proposé un modèle en fait alternatif à celui qui était proposé par le philosophe. Lui, il soutient que en fait, c'est notre besoin naturel d'avoir des questions à nos réponses qui se trouvent insatisfaits. Alors, je pense que c'est une partie de la réponse, mais je pense qu'il faut ajouter aussi un moyen de comprendre comment certaines questions sont importantes et pourquoi, du coup, certaines réponses pourront nous satisfaire ou non. Et je dis que ça présuppose de prendre en compte les fins, les buts des personnages qui constituent donc l'histoire. Seulement, et ça c'est la deuxième étape en fait de mon chapitre, je soutiens que ce que les séries ont de particulier, c'est qu'elles mettent en évidence l'incapacité dans laquelle nous sommes en tant que spectateurs de prévoir en fait ce qui va advenir des personnages. Puisque la grande liberté des créateurs de séries télévisées, c'est de pouvoir faire que les personnages changent complètement de finalité, complètement de but, mais aussi en fait de caractérisation, y compris au sens moral. Et c'est un des grands jeux d'ailleurs des séries depuis le début des années 2000 au moins, que de nous tendre ce piège, c'est-à-dire que nous commençons par nous faire une certaine conception d'un personnage et nous allons devoir nous apercevoir au bout de quelques saisons que nous n'avons plus du tout le même rapport au personnage, qu'il a pu complètement évoluer. Et c'est ça que j'ai appelé le paradoxe des séries, c'est-à-dire qu'il y a là quelque chose qui peut conduire à un nouveau scepticisme, parce que quand je m'aperçois que le créateur peut faire en fait n'importe quoi avec les personnages, je peux en venir à me désintéresser, à perdre l'intérêt que j'avais jusqu'ici pour l'histoire et pour le personnage. Parce que si on tue, par exemple, à la fin de la première saison de Game of Thrones, le personnage principal, celui qui avait toutes les caractéristiques pour être identifié comme le héros, quel sens il y a à continuer à suivre cette histoire ? Et ce scepticisme, en fait, je pense que c'est un scepticisme qu'on peut aussi vivre dans la réalité la plus quotidienne, puisque nous pensons connaître les buts, les objectifs que nous avons dans nos existences. Mais quand on réalise qu'un événement quelconque peut venir ruiner éventuellement à tout jamais, je sais pas, une maladie, enfin, n'importe quoi, à tout jamais nos buts,
on peut avoir ce moment de découragement, à se dire, mais finalement, quel sens ça a? Pourquoi est-ce que je me projette autant sur ces finalités si du jour au lendemain, je peux tout perdre? Et c'est un vrai problème. Alors je pense qu'il se rapproche du problème qui était central pour les philosophes existentialistes, celui qui le conduisait à dire que finalement, l'existence était absurde, et qu'on ne pouvait pas se rassurer en se rattachant aux grandes réponses morales ou religieuses traditionnelles. Mais en même temps, je crois que les séries ne se contentent pas de nous rappeler ce problème de la contingence de l'existence et de l'incapacité à donner du sens dans ces circonstances. Je crois que ces séries nous offrent une issue. Elles nous offrent des solutions pour nous sortir de ce scepticisme et de ce paradoxe des séries. Après, j'ouvre une parenthèse, mais concernant l'exemple de Game of Thrones, c'est une adaptation. Je voudrais bien, moi, donc, ça vient pas forcément des créateurs de la série, ça vient plutôt de celui qui l'a pensé et qui en a fait des livres. Mais est-ce que ça existe dans les scénarios originaux, ce genre de situation-là, à savoir on essaye de s'identifier à un personnage et finalement au bout d'une saison le personnage meurt? Je crois que c'est assez rare, ça. C'est vraiment une question qui n'était pas du tout prévue. Hein. Je mets une parenthèse comme ça. Alors, peut-être, je vais répondre un peu à côté. Il y a alors d'abord, il y a une question tout à fait légitime, hein, c'est de dire ces séries télévisées sont souvent adaptées d'œuvres littéraires, même si on a tendance à l'oublier. C'est dire la puissance de la littérature, hein, qui demeure. Parce qu'en fait, si on accroche aux séries, c'est peut-être aussi parce qu'il y a ce fond littéraire et scénaristique important. Et donc, vous voyez, moi, je reconnais mes insuffisances parce que je n'ai pas pu étudier tous les corpus et toutes les adaptations. Mais en même temps, je crois que personne ne peut le faire vraiment, sauf à consacrer presque sa vie entière à une ou deux séries. Donc, ce que j'essaie de montrer, c'est comment la méthode que je préconise se justifie aussi par rapport à l'impossibilité qu'il y a de tenir compte de toute la richesse en fait, qui est à l'origine de ces formats. Donc pour moi, c'est pas une façon de botter en touche par rapport à cette question, parce que certainement, il y a un risque que je passe à côté d'éléments décisifs et ça pourrait nuire fortement à mes conclusions. Mais néanmoins, je pense que c'est pas une raison pour s'empêcher d'essayer de penser ou de réfléchir à partir de ces épisodes. L'autre chose que je voulais dire par rapport à ce que vous disiez, c'est certes, la série télévisée est adaptée d'une œuvre littéraire, mais cette œuvre littéraire a elle-même une dimension sérielle, puisqu'il y a au moins plusieurs tomes et que l'auteur, Martin, était prêt à modifier son histoire en fonction des réactions du public, puisque il y a eu cette histoire, il était menacé, il a reçu des menaces de mort parce que les fans trouvaient qu'il n'écrivait pas assez vite la suite. Et donc, il y a eu une défense à la télévision. Par exemple, je crois que c'est Spielberg qui est allé à la télévision qui a dit mais la création, c'est pas la production d'objets matériels. Il y a une phase de maturation, il y a un temps long qui est nécessaire. Et donc, on peut pas avoir ces attitudes. Et donc, Martin est allé jusqu'à dire, semble-t-il, ça a fonctionné. Il a dit la prochaine fois que je reçois une menace de mort, je tue un Stark. Donc je tue un Stark. La famille des Stark, c'était la famille des héros, disons, enfin les personnages auxquels on s'attachait le plus parce que c'était les moins mauvais de tous les personnages. Et donc ça tend à prouver que, en effet, il avait une certaine liberté d'intervention vis-à-vis de ces personnages. Mais il y a une dimension sérielle, ce qui fait que j'ai parlé de séries télévisées dans mon livre, mais de plus en plus on s'interroge entre chercheurs, en tout cas du point de vue de la philosophie, pour savoir si on ne devrait pas plutôt parler de séries, parce que le média télévisuel, il est de plus en plus déconnecté de ses œuvres, qu'on ne regarde plus forcément du tout sur un écran de télévision, ça peut être sur un ordinateur, sur un smartphone, sur un vidéoprojecteur. Et en plus, peut-être qu'on passe à côté, en se concentrant exclusivement sur le format télévisuel, on passe à côté d'une réflexion plus générale sur la sérialité, c'est-à-dire ce que ça implique de créer en série, que ce soit d'un point de vue littéraire ou d'un point de vue donc télévisuel, mais pourquoi pas aussi cinématographique, et puis bien sûr d'un point de vue pictural. Donc ça, c'est un autre élément de réponse que je voulais donner.
Et alors, en même temps, je crois que j'ai un peu répondu, puisque oui, je pense que dans la sérialité littéraire, qui est à l'origine des séries télévisées, de toute façon, avec les grands romans du 19e siècle notamment, la sérialité littéraire, je pense, jouait déjà, et depuis longtemps, avec cette possibilité de sacrifier des personnages, de donner un nouveau rebondissement à l'histoire qui n'était pas forcément prévu. Umberto Eco a écrit des choses sur la sérialité dans le roman feuilleton, et il compare cette notion de sérialité au ténia. Hein. C'est pas très ragoûtant comme métaphore, mais c'est le ver solitaire qui va se reproduire en fait à l'infini presque, à l'intérieur. Et bien sûr, chaque nouvelle extension peut être différente de ce qui précède. Tout ce qui compte, c'est qu'il y a un lien en fait à ce qui précède, mais la nouvelle excroissance peut être assez indépendante. Bon, voilà. Serial Philosophie, le paradoxe des séries TV, c'est édité chez Presses Universitaires François Rabelais dans la collection Serial. Toutes les informations sont dans le descriptif de la vidéo. On a dit, je pense, 0,001% de ce qu'il y a dans le livre. Donc, soyez curieuse et allez cliquer sur le lien. En tout cas, Hugo Clément, l'auteur, était là pour nous en parler. Merci beaucoup. Et puis à très vite. Bon, merci beaucoup à vous. Hein. Merci. À bientôt. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions.